trois dernières présentations. Donc nous arrivons au bout de notre journée, mais on a encore du temps, enfin, on a fait du temps pour avoir une discussion sur ces trois représentations. Et on est plongé dans... oui, comme il y a un fil rouge, un des fils rouges de toutes les présentations et des sujets de recherche, c'est la représentation. Bon, voilà. De toute façon. Mais donc, voilà, donc la parole à l'Assemblée pour des questions à la fois précises, enfin comme on a fait jusqu'à maintenant, ou des questions plus larges sur la thèse, ou sur des parcours, enfin que sais-je. Oui. Moi j'avais juste une remarque et une question. La remarque c'est, je suis désolée, j'ai pas retenu ton prénom. Laure ? Moi ? Oui. Roxane. Roxane, oui, pardon, rien à voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est notamment en bande dessinée, mais ça vaut aussi pour une grande partie des illustrations, même si en effet c'est plus prégnant en bande dessinée, c'est cette question des cadres. Elle est vraiment... j'ai trouvé, dans tout ce que tu as dit, j'ai trouvé plein de réflexions qu'on se pose en analyse de la bande dessinée et que la bande dessinée et les créateurs se sont eux-mêmes posés avec l'explosion des cases, la sortie de cadres, etc. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant. Donc je te remercie beaucoup. Et puis pour Benoît, en fait, j'ai 3 milliards de questions, mais donc je vais en choisir une, enfin deux en fait. La première, c'est très rapide. Est-ce que tu as des entretiens avec des auteurs? Parce que moi, de ce que je peux lire ou de ce que je peux entendre dans les salons de bande dessinée, il y en a quand même beaucoup qui disent, alors parfois par coquetterie, mais aussi parfois en le pensant, oui, mais nous, la bande dessinée, c'est pas, y a pas d'histoire, enfin, je sais pas trop d'ailleurs, la bande dessinée, oui, j'en fais, enfin, donc il y a une espèce de repli. Et c'est en lien avec ma deuxième question. Est-ce que tu penses, toute modestie gardée, bien sûr, que ta thèse, travaillant cette question de la mémoire et un art qui a une mémoire, ça participe à sa légitimité, enfin, tu vois. Alors, est-ce que toi, tu penses que ta thèse, elle peut être un maillon de la chaîne pour faire passer la bande dessinée vers autre chose, ou est-ce que d'ailleurs, il n'y a peut-être pas besoin, enfin, voilà, je te laisse. Je vais peut-être d'abord laisser Roxane. Oui, je t'en prie. Oui, si tu voulais réagir. Une question à proprement parler, mais c'est vrai, et c'est intéressant ce matin, une autre doctorante me parlait de ça en littérature, ça se pose aussi beaucoup, la question des seuils, des textes, paratextes, tous les cadres, différents niveaux de narration, etc. Je pense que c'est une question transversale à beaucoup de corpus et qui peuvent être intéressantes à plein de niveaux différents. Et donc même tes outils d'analyse, du coup, enfin, je ne sais pas s'ils sont forcément adaptés tels quels à l'étude, par exemple, d'une plante de bande dessinée, mais il y a quand même des choses qui font écho à ce que nous, on peut essayer de théoriser ou d'utiliser. Je réponds très rapidement, pas trop dans les détails. Mais les entretiens, je vais pas faire d'entretien en tant que partie de la thèse, mais les entretiens m'intéressaient comme objet pour l'histoire, parce qu'il y a beaucoup de, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de recueils d'entretiens de bande dessinée qui sont vus comme des contributions à l'histoire de la bande dessinée. La production d'un savoir historique est d'abord passée par les entretiens. Aussi, tous les fanzines se construisent sur l'entretien. Donc c'est vraiment c'est une pratique fondamentale de l'historiographie de la bande dessinée. Et pour la deuxième question sur la légitimité, je pense qu'une partie des interrogations, c'est donc de vouloir donner une mémoire à la bande dessinée peut être vu comme un acte de canonisation du passé de la bande dessinée, comme un acte de légitimation, mais certains auteurs vont aussi aller contre ça, ou pas vraiment contre ça, mais utiliser des façons de recirculer la mémoire de la bande dessinée qui n'est pas nécessairement canonique. Je pense au plagiat ou à l'imitation, où il y a cette idée, je peux de ne pas nécessairement citer un auteur influent, mais de redessiner des cases qui se retrouvent dans beaucoup de bandes dessinées différentes, comme un genre de vivier collectif qui n'est pas lié à une figure d'auteur particulier. Mais voilà, c'est pour faire très vite.
Moi j'avais une question aussi pour toi par rapport à ton corpus. C'est quoi un peu les limites de ton corpus? Comment tu as fait pour choisir Oui, ça c'était assez difficile en fait. Et pour reparler un peu de l'évolution du mémoire, au début, j'avais calé mon corpus sur des auteurs. Donc l'idée était vraiment de partir, puisque c'était une histoire à bande dessinée par ces auteurs, c'était de choisir quelques auteurs représentatifs de cette posture d'historien. Mais au fur et à mesure que je me suis rendu compte des différentes pratiques auxquelles ils ont recours pour véhiculer ce discours historique, j'ai trouvé plus important de partir de ces différentes pratiques et à partir de là de choisir des auteurs qui illustrent particulièrement bien certains cas. Donc pour les expositions par exemple, j'ai choisi 2 expositions qui sont représentatives. Après ça reste fatalement des études de cas, donc le corpus n'est pas énorme et est lié pour chaque pratique, il y a généralement un auteur ou même quelques livres liés directement à ça. Mais il n'est pas non plus rigide, donc il va sans doute changer encore un petit peu. Voilà, merci. Moi j'avais une question pour Sabrina Messine et une pour Benoît Crucifix. Je voulais savoir, c'est peut-être moi qui n'ai pas été attentive, mais il me semblait qu'un implicite de la présentation, c'était la définition même de la carte en fait. Et je voulais savoir, la carte c'était vraiment, comme dans la carte du Tendre, une représentation du cadre fictionnel ou bien le type de carte qu'on pouvait trouver dans le corpus que tu étudies. Alors, ça va me permettre de dire que, évidemment, c'est pas une thèse de cartographe que je fais, c'est pas une thèse de géographe non plus, c'est une thèse de pure littéraire, mais une pure littéraire qui a été obligée par son choix de sujet d'aller se former en analyse cartographique, parce que pour répondre à ta question, on trouve toutes sortes de cartes en littérature de jeunesse. On trouve des cartes réelles, c'est-à-dire des cartes IGN par exemple, j'aime pas trop le terme réel, donc des cartes type IGN, des cartes illustrées, des cartes qui imitent des cartes médiévales, des cartes murales telles qu'on en a encore dans les écoles à l'heure actuelle. Enfin, tu as une palette de cartes et de diversité assez énorme, sachant qu'en plus de ça vient s'ajouter la question de cartes fictives, donc de territoires imaginés, et cartes de notre monde tel que nous le connaissons géographiquement parlant, mais qui sont traversées par la question de l'imaginaire, de la narration, etc. Donc concrètement, tu as des cartes très diverses, dont certaines, on pourrait presque les utiliser, avec une esthétique très différente, une matérialité aussi très différente. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui, tout à fait. Merci. Et donc la question pour Benoît Crucifix, j'étais tout à fait intéressée par l'idée d'une intertextualité comme moyen de faire l'histoire du genre. Et je voulais savoir si tu pouvais donner des exemples plus précis de reprises justement d'œuvres par d'autres œuvres, pas de façon extratextuelle avec le lien aux archives et tout ça, mais plutôt vraiment des exemples concrets au sein même des œuvres. Est-ce que c'est la reprise de personnages par exemple, ou est-ce que c'est des reprises qui sont plus discrètes? Alors, en fait, ça, c'est une question très intéressante parce que ça me permet de parler un peu de la singularité du corpus. Le choix du roman graphique implique un rapport à mémoire très différent que dans la bande dessinée mainstream, ou surtout des super-héros, où la pratique mémorielle est presque un code de lecture, où la reprise des super-héros, la reprise de certains motifs, la continuité, c'est vraiment le côté intertextuel est très 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 présent dans la bande dessinée de super-héros, et ça s'articule de façon assez différente dans le roman graphique. Il y a aussi des romans graphiques qui peuvent reprendre des super-héros, etc. Donc c'est pas noir et blanc comme ça, mais moi ce qui m'intéresse en particulier, c'est à la fois il y a ces reprises de héros, mais il y a aussi beaucoup de redessins, d'imitations, et un des mots-clés que j'utilise, c'est de rétro-réflexivité. Il y a beaucoup de bandes dessinées qui vont se faire passer pour des fausses bandes dessinées du passé en fait. Donc
ça peut paraître bizarre de considérer ça comme un acte historiographique puisque c'est totalement fictionnel, mais en même temps, ça construit un discours sur le passé de la bande dessinée parce qu'il y a des allusions assez évidentes à certains styles ou à certains auteurs, mais il y a un peu un floutage de ce côté-là. Mais il y a plusieurs modalités différentes. Il y a aussi un auteur qui m'intéresse beaucoup, c'est Jochen Garner, qui redessine sur des planches de bande dessinée en les recouvrant complètement noirs, en faisant sortir certains aspects, où là on n'est pas du tout dans un rapport dessiné à la bande dessinée, on a un rapport plutôt de l'art contemporain. Enfin, après, le discours historiographique est pas... ça peut être un petit peu bizarre d'envisager ça comme ça, mais c'est encore quelque chose que je dois un peu travailler, évidemment. J'imagine que tu n'as pas toutes les réponses. Non, ouais. Et c'est lié à chaque technique intertextuelle presque. Ouais, ça va, merci. Merci. Moi j'avais une réflexion plus qu'une question pour Sabrina, parce que je suis beaucoup intéressée par la question aussi de la cartographie, mais son influence dans la peinture. Je suis en train de préparer en ce moment même une communication là-dessus, et notamment dans la peinture de bataille 17e, et en fait comment l'avènement, la cartographie a changé le regard des artistes et leur conception, du coup, leur manière de représenter les paysages. Et donc du coup, c'est ta dernière problématique sur la manière dont la carte conditionne la lecture, je trouve très intéressante parce que finalement c'est de nouveau une différente vision que la cartographie apporte à un autre médium que la peinture, mais je pense que ça peut se rejoindre d'une certaine manière. Donc je trouve cette réflexion très intéressante, et donc je me réjouis de voir ce que tu vas. Écoute, j'aurais plaisir à lire ce que tu écris là-dessus. Ouais, en effet, puis d'où aussi la question du placement de la carte dans le format, que ce soit album ou bande dessinée ou roman. Le fait aussi que, pour le dire très brièvement, quelqu'un comme Tolkien, il a donné les bases de la carte en fantasy, et que quelqu'un comme Terry Pratchett, qui est quand même... dans ses textes, il a voulu faire exploser les codes de la fantasy, et finalement, il a quand même sorti un guide du disque des annales, où il explique dans le guide, je peux pas faire autrement, j'ai essayé de pas faire de cartes, mais voilà, la société, les lecteurs, le code du genre me l'a imposé. Alors, il a essayé de retravailler ça avec le cartographe qui l'a aidé, mais une série comme Game of Thrones, quand le générique s'ouvre, là il y a une intercartualité, pour le dire un peu avec un grand mot, qui est flagrante et qui est l'héritage direct de Tolkien. Peut-on en fantasy proposer un ouvrage de littérature qui ne contienne pas de cartes ? Peut-on en fantasy de manière générale, si on va dans la transmédialité, proposer une œuvre de fantasy où il n'y ait pas une carte ? Et quel genre de carte ? Donc ça, tu vois, ça rejoint ce que tu dis, c'est intéressant. Ouais. J'avais une petite question pour Sabrina aussi, rien à voir avec ça. Quelles sont les limites de la carte ? Je pense par exemple à un livre comme L'Arbre sans fin de Conti, où quelque part on a une description de chaque lieu, et que si on découpe l'album, on peut en faire une carte. Quelque part, le livre devient la carte. Quelles sont les limites ? Est-ce que c'est traité plutôt comme une carte ou comme un récit ? Alors c'est une excellente question, et la grande différence par rapport à mon mémoire, c'est que dans mon mémoire, j'avais à la fois je traitais d'ouvrages où il y avait la carte physiquement présente, mais aussi d'ouvrages où il y avait la carte décrite par des mots. Et donc avec soit un redécoupage où on piochait dans le texte, ou des paragraphes entiers descriptifs cartographiquement. Puis alors là je me suis dit, si tu fais ça, Sabrina, tu vas jamais t'en sortir, donc tu vas te fixer comme premier critère, ce qui était déjà assez énorme, il faut qu'elle soit là, cette carte. Mais jamais j'allais imaginer que j'allais avoir dans le fond Jeanne Cap par exemple, pléthore de cartes. Donc ma première limite, c'est qu'elle doit être là. Après, le cas de Harry Potter, il est bien problématique parce que dans les volumes d'Harry Potter, il n'y a pas de carte. Voilà, elle est décrite, la carte du maraudeur. Mais après, au niveau de la transmédialité, quand on regarde le film, elle est présente. Et du coup, au niveau des produits dérivés, ils ont créé une carte.
Donc là, voilà. Donc là, je patauge un peu, parce que du coup, ma limite, elle explose, parce que j'ai quand même envie de traiter de cette carte, parce que voilà, en littérature de jeunesse, en fantasy, si je ne vais pas aborder Harry Potter, je pense que je suis un peu à côté de la plaque, quoi. Donc voilà. Donc, mais le premier critère, dans ma thèse en tout cas, c'est de borner à une présence effective. Et sinon, oui, tu as raison, il y a des descriptions de cartes littéraires, je veux dire, en littérature de jeunesse, il y en a aussi un paquet. A priori, tous les récits de voyage oui. sont des cartes oui, racontées. Oui. Donc c'est pour ça, et encore le récit de voyage, c'est autre chose, donc là, je ne vais pas aller sur ce territoire-là. Enfin, récit de voyage ou quête initiatique, mais voilà. Tous les... Voilà. Parce que sinon, voilà. Non, parce qu'en fait, on pouvait même étendre la description de lieu, de toute façon, enfin, c'est limite à un lieu géographique, je ne parle même pas ni d'une œuvre d'art, ni d'un lieu géographique, est la base je dirais, c'est la base même du récit, en fait, hein, c'est la première des choses. Donc c'est pour ça que, oui, il faut se limiter. Oui, même les globes, même les plans, un plan, une carte, voilà. Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est... Oui, non, la thèse, je ne sais pas si vous avez tous vu ou lu la leçon de Ionesco. Non, je vous conseille, quand vous pataugez dans votre thèse, vous lisez la leçon de Ionesco, hein, où il y a cet élève, le professeur qui exige donc qu'elle fasse le doctorat total. Et enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé quand je faisais ma thèse. Je disais, non, c'est pas le doctorat total que je fais, voilà, on limite son sujet, il n'y a aucune thèse qui pourrait être exhaustive, et de toute façon l'exhaustivité est assez contraire finalement à la précision critique scientifique qu'on exige dans une thèse. Mais donc il faut vraiment délimiter, renoncer à certains aspects qu'on explore autrement par ailleurs. Par contre, ce qui me paraît intéressant, et les échanges qui viennent de se dérouler le prouvent, c'est le fait que souvent, tout de même, et je trouve que c'est une dimension vraiment importante à garder en tête, je pense, quand on fait sa thèse, c'est qu'on élabore, dans l'analyse de son corpus quel qu'il soit, textuel, voilà, pictural, matériel, enfin je dirais architectural, etc. On élabore des outils d'analyse qui peuvent être et qui idéalement devraient pouvoir être voilà, utilisés par d'autres, sur d'autres corpus. Et ça, je trouve que c'est un élément vraiment essentiel. D'avoir ça en tête aussi quand on développe son sujet. C'est au fond ce qu'on pourrait appeler le gain théorique, hein, de la thèse, pour soi-même et puis évidemment pour les autres, ce qui permet aussi, hein, tous ces glissements ou ces passages possibles entre périodes, entre disciplines, entre objets différents, etc. Et en tout cas, on a eu encore de beaux exemples là, cet après-midi, d'interdisciplinarité ou en tout cas d'échanges entre des domaines complémentaires qui ne peuvent pas être séparés, quoi. Enfin, voilà, c'est obligatoire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, remarques. Non, il est 5 heures, non, il est 4 heures pile. On est parfaitement à l'heure. Fabuleux. Je ne sais pas si vous avez d'autres, une question plus générale sur la journée. Alors, juste donc 2-3 petits rappels. Donc vous n'oubliez pas de voter pour voilà, les meilleurs posters. Il y a 3 meilleurs posters. Donc en principe, vous cochez une case sur la page. Vous pouvez aller jusqu'à en cocher 3. Après, on décomptera. Si vous n'êtes pas décidé aujourd'hui, vous pouvez donc tranquillement prendre le temps la semaine prochaine d'aller revoir tous ces posters et de faire votre choix. Et donc d'aller placer votre petit bulletin dans l'urne qui sera donc au service image durant une période assez longue. Ces posters seront à nouveau, on les mettra en ligne, mais pas tout de suite, on les mettra en ligne en même temps qu'on mettra en ligne les posters des mémorants une semaine avant le 3 mai, de façon à ce que voilà, les posters des mémorants bénéficient du même temps d'exposition, si je puis dire, que les vôtres. En revanche, après, si vous êtes d'accord, ces posters seront sur le site d'Incal pour une durée indéterminée.
Voilà. J'ai dit jusqu'à péremption de la recherche en question. Mais voilà, parce que ça permet de donner, je pense, une assez bonne idée de la recherche voilà, qui est développée en INCAL. Ça peut inspirer d'autres chercheurs, on va dire de tout poil et de tout crin, et inspirer également les étudiants qui se demanderaient qu'est-ce qu'on fait en INCAL. Est-ce qu'en tant que doctorant, on peut poser une petite question au mémorant? Maintenant? Oui. Ah oui. Moi, je voulais savoir, enfin, je ne sais pas si l'un ou l'autre a envie de s'exprimer, est-ce que cette journée a pu changer peut-être un point de vue ou un regard sur le doctorat, éventuellement sur une représentation que vous aviez avant cette journée du doctorat? C'est peut-être que je lui ai dit qu'il n'y avait pas de vacances quand on est doctorant. Merci. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus concret maintenant. Enfin, pas que ça l'était pas avant, mais vraiment avoir vu les posters, je trouve que c'est vraiment le bon format pour présenter les recherches. Ça rend vraiment déjà plus accessible dans la représentation. Et alors aussi, il y avait un projet en particulier qui m'a vraiment marqué, c'était celui de Thérèse Claes, où là il y a vraiment l'étude de sujet. Enfin, je sais pas pourquoi je pensais que le doctorat c'était vraiment quelque chose de très théorique, et là avec l'étude de sujet, je sais pas, ça va proposer aboutir à un projet concret. Mais il y a de tout, hein. Envisager. Voilà. Je veux dire, on peut faire ici, on n'a pas eu de. Je veux dire, il y a des thèses juste sur des concepts théoriques, voilà, y compris en littérature, en histoire de l'art. Il y a vraiment, la palette est très large, et donc vous avez le choix, c'est ça que je veux dire surtout. Vous avez le choix dans le type de sujet que vous pouvez décider d'explorer. Il y en a pour tous les goûts, je pense, vraiment. Voilà, avec un certain nombre de critères de fond, quoi, hein, sur l'exigence de scientifique, de démarche scientifique, de méthodologie, etc. Mais bon, ça, vous êtes en train de l'apprendre, de toute façon, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent s'exprimer et répondre à la question de Muriel. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment chouette, mais je trouve que ça pourrait avoir lieu plus tôt. Enfin, moi, j'aurais trouvé ça intéressant en bac 3 de savoir ce que tu faisais, Muriel. Enfin, je trouve que ça vaut vraiment le coup, et enfin, j'aurais aimé savoir un peu avant tout ce que vous faisiez. Voilà. J'ai toujours eu un très bon contact avec les assistants, donc franchement, mais je trouve que c'est un peu plus. Oui, je trouve ça, on aurait pu le savoir plus tôt, et comme ça on a des plus chouettes échanges aussi. C'est plus sympa. C'est vrai qu'il y a un côté un peu inaccessible aussi. On dirait que les doctorants, on ne met pas toujours un faciès sur une personne, on voit le nom, on voit si on va à une journée spécifique, là on rencontre à ce moment-là, mais sinon il n'y a pas vraiment d'échange. Et c'est vrai que le fait d'avoir ça plus tôt, ça permettrait de se dire, moi aussi en fait je peux y arriver, parce que c'est pas juste, ça peut être des personnes, oui, comme tout le monde, quoi. C'est vrai qu'il y a ce côté, oui, non mais c'est ça, mais on raconte tellement peu de doctorants, en fait on a très peu d'échanges. Les échanges qu'on a, c'est surtout avec nos promoteurs au fur et à mesure du temps. Qui a été doctorant, oui, mais bon, pour certains il y a longtemps, donc on oublie un peu ce côté-là. C'est vrai qu'il n'y a pas l'assistanat, il n'y a parfois pas d'échange avec des étudiants, qui est aussi intéressant parce qu'il y a des intérêts qui se rejoignent. Oui, c'est vrai, en classique, il y a très peu d'assistants, donc c'est vrai qu'on a le contact avec Sarah Bétu, mais c'est tout, quoi. Et puis donc, ça limite. Donc en fait, oui, ce genre de journée, ça permet justement. Donc ce que j'entends aussi, c'est que si on faisait la pub largement auprès des étudiants de bac 3, vous pensez que ça pourrait être aussi utile pour eux? C'est ce qu'on avait un peu pensé, aussi, qu'on étendrait. De toute façon, la communication a été lancée et l'invitation a été lancée à tous. Mais c'est vrai qu'on a mis un peu plus le paquet sur les étudiants de master, en disant ils sont plus proches. Mais voilà, on est ouvert, c'est la première édition, donc voilà, on ne demande qu'à améliorer la formule. Et en tout cas, si elle a pu vous servir d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, j'ai bien dit, l'objectif c'est pas de faire de tous les mémorants des doctorants ou des chercheurs, mais par contre, renseigner globalement sur, peut-être donner un sens aussi, par exemple, au travail de mémoire qui est quand même déjà un travail de recherche. Ça donne déjà une idée de, au fond,
il y a derrière quelque chose quoi, de plus que seulement... oui, ça vous sert à avoir le diplôme de master à la fin, bon, c'est quand même pas rien. Mais voilà, c'est sous-tendu par une logique qui est propre à l'enseignement qui vous est dispensé ici. Voilà, et qui s'insère en fait dans quelque chose de beaucoup plus global. Donc, pourquoi tel promoteur va pouvoir voilà, diriger des mémoires dans tel ou tel domaine, ben, voilà, il y a l'articulation entre son domaine de recherche et l'enseignement qu'il délivre, et notamment la direction de mémoire. Je pense que ça, c'est rendre conscient. Donc voilà, ben maintenant faites de la pub auprès de vos petits camarades, parce que c'est ça aussi pour nous la difficulté, il faut bien en avoir conscience, hein, c'est toucher les étudiants, hein, avoir le bon canal de communication, les motiver à venir. Donc il n'y en est pas, enfin je veux dire, viennent ceux qui veulent évidemment, il n'y a pas, mais peut-être faire en sorte que un plus large nombre saisissent l'intérêt de cet échange. Ça je pense que c'est quand même le défi, quoi. Donc si vous voulez qu'ils soient nombreux à venir vous écouter le 3 mai, allez-y. Voilà, donc, je pense que c'est super, ça vous a été utile, j'en suis enchantée. Et en tout cas, pour la journée du 3 mai, vous avez n'importe quelle question, vous voyez avec votre promoteur ou avec moi, ou avec Virginie, mais voilà, maintenant vous savez, on est des gens en chair et en os comme tout le monde, hein, voilà, on peut communiquer, il n'y a pas de problème, donc n'hésitez pas. Restez pas coincés avec vos questions, quoi. Voilà, je pense que à ce stade-là, quelqu'un veut rajouter quelque chose? L'année prochaine, on sera le double. Et dans 3 ans, Lola Magna. Voilà. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée et à bientôt.